Le leadership est un art et non une technique. Tel est le message principal que nous livre Gérald Karsanti, DG de SAP et auteur de l'ouvrage « L'art de bâtir une équipe » chez Erol. Gérald a également accepté, et c'est un scoop, de préfacer notre futur ouvrage « Le marketing digital de @Z » que nous co-écrivons en ce moment même avec Hubert Kratirov, toujours aux éditions Erol. Le leadership a été soumis à rude épreuve ces dernières années, ce n'est pas fini d'ailleurs, et il doit se réinventer. Au menu de la bienveillance, pas celle dont abusent les copywriters de LinkedIn, mais la véritable bienveillance basée sur le respect d'autrui, mais aussi de l'humain, qui ne doit pas être oblitéré par la technologie au centre d'un discours empreint d'exagération selon l'auteur. Un jugement qui n'en a que plus de valeur venant d'un leader de la technologie. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, leadership, l'art de bâtir une équipe avec Gérald Karsanti, DG de SAP et auteur d'un nouveau livre chez Erol. Eh bien, je suis avec Gérald Karsanti. Bonjour Gérald, vous êtes DG de SAP et vous êtes aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se parle aujourd'hui, l'auteur d'un nouveau livre, L'art de bâtir une équipe, qui est paru chez Erol. Choisir, former, inspirer, où on parle bien entendu de leadership. Et ma première question, c'est d'où vient ce terme de leadership ? Alors, le leadership, c'est quelque chose qui remonte très loin finalement, puisque en fait, on trouve les premières traces de ce qu'on pourrait appeler le leadership dans l'ancienne Égypte. Les documents, les manuscrits de Phalopède, qui en fait décrivent non pas le terme leadership, bien sûr qui n'existait pas, mais décrivent les fonctions que doivent assumer ou un pharaon ou quelqu'un qui est autour du pharaon et qui occupe un poste clé. Donc c'est assez intéressant parce que en fait déjà à l'époque on avait imaginé ce que devaient être les missions finalement d'un pharaon. Ces tâches, quoi, les tâches à accomplir, c'est une forme de définition une définition avant l'heure en quelque sorte. Alors après le mot en lui-même et le concept viennent plutôt de l'anglais. Alors à l'origine il y a forcément une logique de grec, mais c'est vraiment, ça vient de l'anglais, du mot qui est apparu en fait à peu près, on le situe à peu près entre le 13e, 14e siècle en Angleterre. La réalité, c'est qu'il est apparu en Angleterre, mais qu'il vient d'une origine beaucoup plus ancienne. Le mot anglais, c'est to lead, qui veut dire mener. Et on retrouve bien là-dedans cette notion finalement de quelqu'un qui entraîne les autres derrière lui. Alors après, il y a des origines encore plus anciennes qui viennent du latin et du grec, où on retrouve cette notion de voyage, d'emmener les autres vers une autre destination. Et c'est bien ça le leadership. Le leadership, c'est vraiment d'emmener les personnes vers une sorte de terre promise, quoi, finalement, quelque chose à découvrir ensemble, en équipe justement. Parce que le principe même du leadership, c'est qu'on ne peut pas être un leader seul. On est un leader parce qu'on est perçu comme un leader. Et d'ailleurs, c'est un mot important, puisque le leadership n'est pas une fonction que on ne peut pas être nommé leader. Vous voyez, il y a pas dans les journaux, vous ne verrez jamais une annonce, on vous dira, vous êtes nommé leader. Ouais. On est nommé manager, vice-président, président, responsable, ce que vous voulez, mais pas leader. Le leader, c'est une perception. C'est-à-dire qu'à un certain moment, des personnes vont vous voir, autour de vous, vont vous voir comme quelqu'un qui incarne quelque chose, qui inspire les autres. Et ce qui fait que le leadership n'est pas généralement, on ne peut pas l'attribuer forcément à un rôle hiérarchique, parce que des personnes peuvent être d'exceptionnels managers pilotant de très grandes organisations, mais ne pas être perçues comme un leader. Et inversement, des personnes seules peuvent être perçues comme des leaders.
parce que c'est des leaders d'opinion, des leaders d'idées, etc. Donc il n'y a pas de notion de... Il y a une séparation à faire entre le leadership et le management déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire que le leadership n'est pas on n'a pas nécessairement quelqu'un de hiérarchique, entre guillemets. Ouais. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on ne décide pas soi-même, c'est quelque chose qu'on vous attribue ou pas. Ce qui fait que certaines personnes vont se battre toute leur vie parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur d'être perçu comme un leader et ils n'y arriveront pas. Et d'autres ne vont rien faire du tout et être naturellement perçu comme un leader. C'est quelque chose qui est assez injuste d'une certaine façon pour les personnes qui travaillent dur pour avoir ce statut. Je terminerai dans cette introduction pour dire que il faut se rassurer quand même, c'est que en fait être un leader n'est pas forcément la panacée. Parce que être un leader a beaucoup de contraintes, parce que forcément on est un peu sous les feux du projecteur, donc on est un peu en vitrine, ce qui a aussi beaucoup de contraintes. Ça veut dire que dès lors qu'on est un homme politique ou une femme politique, dès lors qu'on est un chef d'entreprise, homme ou femme, on se met finalement au service des autres et on est observé. Donc ça veut dire que observer veut dire décortiquer, la moindre de nos erreurs nous est évidemment immédiatement reprochée, en tout cas elle est perçue. Donc voilà, il faut avoir conscience que c'est beaucoup de pression. Donc ne pas être perçu comme un leader, ça n'est pas forcément une catastrophe. Et ce terme de leader ou de leadership, c'est quelque chose qui est plurisémantique. Je crois que c'est ce que vous dites à la page 26 du livre. Joseph C. Rost, un professeur à l'université de San Diego, qui dénombrait plus de 200 définitions. C'est énorme. Oui, alors là, je pense que si on regarde bien, je pense que si vous tapez leadership dans un moteur de recherche Google ou un autre, vous ne pourrez pas trouver plus de liens qu'il en existe pour le leadership. Le leadership, c'est vraiment ce qui génère le plus de publications, de recherches, d'analyses, de bouquins, de livres. Pourquoi ? Parce que tout le monde est fasciné par le leadership, quelque part. C'est-à-dire que tout le monde pense avoir une idée de ce qu'est un leader. Tout le monde a sa propre définition du leadership, alors qu'en fait, en réalité, c'est quelque chose qui est assez normé, en fait. Il existe beaucoup de théories et beaucoup de pratiques et beaucoup de définitions du leadership, mais voilà, et c'est quelque chose qui passionne. Vous allez dans une soirée, vous parlez de leadership, ça va passionner tout le monde, parce que les gens s'identifient, mais ça passionne tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde immédiatement veut savoir si eux-mêmes sont des leaders. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'en défend la plupart du temps. Tout le monde se dit finalement, moi, il m'importe peu d'être perçu comme un leader ou pas, mais au fond, tout le monde a envie de savoir comment il se situe par rapport aux grilles de leadership, comment il est perçu par les autres. Parce que comme je le disais, c'est un problème de perception, donc forcément la perception implique un jugement, ou en tout cas un avis, tout au moins. Et donc tout le monde a une sorte de curiosité par rapport à ça, ce qui est normal. Alors, une curiosité, c'est une des caractéristiques importantes effectivement autour de cette notion de leader, mais il y a une qualité principale que vous décrivez dans votre bouquin, qui est la confiance, et qui est vraiment centrale pour devenir un leader. Oui, parce que je pense que la confiance ne veut pas dire assurance. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire être sûr de soi. La confiance ne veut pas dire non plus perfection. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, personne n'est parfait. Et en plus de ça, je pense que l'assurance, c'est quand on est trop sûr de soi, c'est fondamentalement, ça tourne vite comme un défaut. Alors que finalement, la confiance en soi, c'est simplement la capacité que l'on a de se connaître, d'avancer, de toujours avancer, en franchissant toujours un obstacle supplémentaire, et en se disant, je m'autorise de prendre ces risques, je sais que je peux échouer, je l'accepte, et si j'échoue, ce n'est pas grave, ce ne sera pas une défaite, ce sera un apprentissage. Ça, c'est Mandela qui le disait, mais c'est le cas, c'est le cas. Et donc, en fait, la confiance en soi est un moteur fantastique pour faire des choses, réaliser des choses. Combien de personnes ont des talents incroyables
et ne les assumeront jamais et ne réaliseront finalement pas ce à quoi elles étaient potentiellement destinées, simplement parce qu'elles n'ont pas eu le courage. Parce que dès qu'on parle de confiance en soi, on arrive très vite à la notion de courage. Le courage d'aller de l'avant, le courage de se faire confiance justement. Et voilà. Et ce matin, j'ai publié d'ailleurs un post dans LinkedIn sur la confiance en soi. C'est le hasard, mais où je disais justement, je répétais finalement une idée du philosophe que je cite, et je disais quelque chose qui m'a intrigué et passionné, c'est qu'en fait la confiance en soi, en réalité, ce n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est pas juste soi par rapport à soi, c'est soi par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les autres qui nous mettent le pied à l'étrier. Et Charles Pépin, qui est le philosophe que je citais, cite quelque chose d'intéressant, c'est notre enfance. Quand on est l'être humain, quand il naît, est totalement démuni. C'est probablement, on est peut-être la seule espèce animale où le bébé, finalement, avant d'être indépendant, il faut des années. Si vous lâchez un bébé dans la nature, il meurt. Si vous lâchez un jeune enfant, il ne saura pas se débrouiller. Donc, en fait, très tôt, on a besoin des autres. On a besoin de l'assistance des autres. Et cette assistance, peu à peu, ces mots qu'on passe à un enfant, les gestes, l'aide, les conseils, tout ça forme le caractère, donne confiance. Et c'est comme ça que certains enfants grandissent dans un climat de confiance et d'autres moins. Et ça fait une grosse différence plus tard. Eh bien, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que la confiance n'est pas qu'un travail personnel, c'est un travail de soi par rapport aux autres également. Intéressant quand même. Oui, puisque vous dites dans le livre aussi, c'est confiance en soi, mais aussi confiance dans les autres pour pouvoir s'appuyer sur eux aussi. Oui, parce que c'est compliqué d'avoir confiance en soi quand déjà on n'a pas confiance dans les autres. Il y a des personnes qui, par structure psychologique, je dirais presque, c'est leur mental, ont tendance à ne faire confiance à personne, à se méfier finalement. La méfiance n'est pas un critère qui amène la confiance, vous voyez. La méfiance, c'est l'opposé. La méfiance, c'est quelque chose qui génère l'interrogation. La confiance dans l'autre, c'est la capacité de voir dans les autres le meilleur, de voir dans les autres ce qu'elles ont de meilleur, et de se dire que par nature, les hommes ont plutôt tendance à être bons. Il n'est pas prouvé tout le temps, mais l'histoire nous a montré que c'est pas toujours le cas. Mais on peut partir du principe que, à la base, les hommes ont plutôt devraient et ont plutôt une tendance à être plutôt dans la bienveillance et dans la bonté, je le crois personnellement. Et donc, quand on regarde les personnes, si on regarde leurs qualités et pas leurs défauts en premier, leurs atouts et pas leurs points de développement en premier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas ce qu'il faut améliorer, mais on bâtit d'abord sur ces éléments positifs. Je pense c'est ça la confiance dans les autres. Et quand on a confiance dans les autres, eh bien, on se fabrique une forme de confiance intérieure. Ok. Donc notre leader, il est bien campé sur ses deux pieds, la confiance en soi et la confiance dans les autres, et il en a bien besoin parce qu'en ce moment, il est un peu secoué, notre leader. Et ce que vous dites dans le bouquin, c'est que entre 2016 et puis 2022, waouh, le monde a beaucoup changé et en ce moment, on est dans une incertitude totale. Alors, quels sont les défis qui sont posés aux leaders, ceux qui ont changé et ceux qui sont restés les mêmes? Quand j'ai écrit mon 5e livre, en fait, Leader du 3e type, en 2016, j'avais, avant de décrire ce qu'était pour moi le leader, entre guillemets, de demain, ce leader du 3e type, comme je l'ai appelé, j'ai voulu un peu faire une analyse du monde tel qu'il était devenu, avec les challenges auxquels ces leaders, justement, devaient être confrontés. Et quand j'ai écrit mon 6e livre, donc L'art de bâtir une équipe, j'ai trouvé intéressant de démarrer le livre pour faire, comme je l'inscris un peu dans la continuité, de faire une sorte de bilan. Finalement, au fond, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, est-ce qu'on a progressé, ou est-ce que les défis d'hier sont toujours d'actualité? Est-ce qu'il y en a de nouveaux? Alors celui qui est de nouveau, je pense qu'en tout cas qu'il n'est pas nouveau, mais il est vraiment devenu omniprésent
et je dirais presque tentaculaire, c'est le problème de l'environnement et du climat. Mm. On voit aujourd'hui que c'était un sujet important il y a déjà des dizaines d'années, et en tout cas ces dernières années. Mais maintenant, mais beaucoup de leaders, beaucoup de personnes, d'ailleurs d'individus tout court dans notre vie personnelle, on y prêtait peu d'attention. Aujourd'hui, l'environnement, l'impact du climat, la planète, de façon générale, est devenu un élément fondamental. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je pense qu'il y a quand même beaucoup de leaders qui maintenant sont convaincus que c'est un sujet extrêmement important. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vous emparer du sujet. Donc ça, c'est un sujet qui a continué à se développer, qui est même devenu central. Après, il y a d'autres sujets. Je décrivais le fait que le progrès technique, auquel je tiens beaucoup, parce que moi je suis dans un monde de tech et donc d'innovation, mais le progrès technique n'a pas réduit les inégalités. Quand on regardait le monde il y a 5 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui, la divergence entre les États du Sud et les États du Nord s'est accrue. Il y a vraiment des disparités de pauvreté, de famine, de richesse finalement dans le monde. Finalement, la tech et le progrès technologique dans son ensemble a apporté énormément. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je pense grâce à la technologie, on se soigne mieux aujourd'hui qu'avant. On vit donc plus longtemps. On vit en meilleure santé. On se déplace beaucoup plus facilement. Imaginez, aujourd'hui, on fait le tour du monde. Il y a ne serait-ce que 150 ans, c'est pas à l'échelle du monde, c'est rien du tout. Voyager, c'était un monde. Charles Quint, à l'époque où il vivait, on parle d'une époque bien différente, mais quand il a passé un tiers de sa vie en voyage. Parce que il se rendait dans tous les états de son empire immense et il lui fallait des semaines parfois de voyage pour aller d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, on prend un avion et on se retrouve à l'autre bout du monde en quelques heures. C'est assez incroyable. Donc, on communique avec les réseaux sociaux, on échange avec des personnes de cultures très différentes, on a des technologies qui nous permettent de tout faire. On a des technologies qui nous permettent de tout contrôler, la qualité de l'alimentation, la qualité de l'air, la gestion des énergies, c'est fabuleux. Mais en même temps, cette technologie, au lieu de rapprocher les différents mondes en matière de richesse, a plutôt creusé des fossés. Oui, puis aussi, on revient au problème précédent, l'environnement est aussi un souci, à vouloir mettre de l'énergie dans tout. On voit encore aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, mais on ouvre des centrales au charbon, et on ouvre même, là, aujourd'hui même, en Allemagne, je voyais à la BBC ce midi, une nouvelle mine qui s'étend, parce qu'on a besoin de plus de charbon. Enfin, un monde qui marche un peu sur la tête. C'est un monde qui marche sur la tête. Et quand vous regardez les autres problèmes que je soulevais, sans les détailler, mais la finance, rappelons-nous, en 2008, on a quand même l'éclatement, enfin, c'est la crise des subprimes, c'est la chute de Lehman Brothers. Rappelez-vous, cette époque, qui n'est pas si lointaine, c'était jamais qu'il y a 14 ans, on a cru que le monde s'arrêtait. On a cru que réellement, l'économie allait jamais s'en relever. Et puis, finalement, ça a été le cas. Et on a même oublié, d'ailleurs, pour être tout à fait franc, parce que je pense que loin s'en faut, aujourd'hui, quand vous regardez, on est dans un monde de croissance des taux d'intérêt, il y a l'inflation, la croissance est compliquée, les modèles sont en train d'être mis en question. De mon point de vue, on n'est pas du tout sorti. On voit bien que l'économie, de façon générale, et la finance en particulier, sont fragilisées. Et que oui, on va mieux. Alors voilà, pendant quelques semaines, les marchés vont s'envoler, les bourses vont s'envoler, on va se dire tout est réglé. Mais peu de temps après, on va s'apercevoir qu'il y a encore un autre phénomène qui vient mettre le monde en danger. Ce qui est nouveau, par rapport au constat que je faisais à l'époque, en particulier, bon, d'abord, il y a eu ce qui était une prophétie de certains, que les maladies et les épidémies pourraient perturber le monde. On l'a vu là en grandeur nature, où un virus qui a été extrêmement mortel, parce qu'en réalité il y a eu quand même beaucoup de morts, mais ça aurait pu être bien pire encore si le virus avait eu une diffusion plus drastique, plus contaminante. Disons qu'on avait moyen de se protéger contre le Covid.
ça a limité les dégâts et ça nous a permis de sortir en plus des vaccins plus rapidement, parce que c'était peut-être un milieu grâce à la grippe, grâce à d'autres virus, je suis pas un expert du tout, mais ont permis de faire des développements plus rapides. Il faudrait s'imaginer maintenant si un jour il y avait un virus inconnu, plus virulent, un espèce d'Ebola qui se viendrait à contaminer la planète. On peut imaginer les désastres que ça va. On a vu en grandeur nature ce que peut faire le Covid avec les malheurs que ça a apporté. On peut imaginer ce que ferait un virus très méchant. Ne dites pas que le Covid ne l'était pas, hein, il l'était. Moi, je l'ai eu 2 fois. C'est pas simple, mais on peut imaginer que ça pourrait être vraiment très 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 violent. Et puis il y a eu la guerre, parce que qu'on le veuille ou pas, le président russe nous a replongé au milieu du siècle dernier. C'est-à-dire que brutalement, nous sommes revenus dans les années 30, les années 40, en pleine guerre physique, ce qu'on n'imaginait même pas possible. La plupart des pays européens, d'ailleurs, ne seraient pas capables de tenir une guerre équivalente à la guerre entre l'Ukraine et la Russie très longtemps. Ils pourraient tenir quelques semaines, 2-3 semaines, avec les réserves que nous avons. Pourquoi ? Parce que personne n'avait imaginé que ça pourrait revenir. Nous sommes revenus en arrière, c'est assez incroyable, et ça plonge le monde dans une forme de perplexité incroyable. Et ça questionne sur le leadership de demain, de quel type de leader a-t-on besoin pour poser un peu le monde, pour l'assainir, l'assagir, je dirais presque, parce que c'est vraiment ça. On voit bien qu'il y a des débordements de partout. C'est pas dramatique. Enfin, si, ça l'est. D'ailleurs, au passage, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dramatiques. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir ? Bien sûr. C'est ça le côté fantastique de l'être humain. C'est que l'être humain a démontré depuis la nuit des temps qu'on a cette capacité de rebond et d'adaptation. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est pour ça que je suis un passionné d'histoire. Parce qu'on voit bien que les humains trouvent toujours les ressorts pour rebondir, reconstruire, repartir de l'avant. Ça, c'est vraiment pas donné. On est la seule espèce. Si on a ce statut que nous avons aujourd'hui sur la planète, c'est parce que nous avons justement cette capacité-là, entre autres. C'est une bonne nouvelle, et même dans les périodes désespérées, il y a toujours un peu d'espoir avec les êtres humains, au moment où on s'y attend le moins. Exactement. Il y a toujours un homme, une femme, des groupes humains, des idées qui jaillissent et qui font qu'au moment où on a l'impression que tout est en jachère et que tout est perdu, eh bien, on reconstruit, on repart. Et Absolument. ça, c'est formidable, sans aller sur des crises aussi graves que des guerres. C'est comme ça que des entreprises peuvent repartir de l'avant. C'est comme ça que des partis politiques peuvent se reconstruire. C'est comme ça que des idées peuvent rejaillir. Formidable. Alors, on a vu brièvement quelques éléments de perturbation dans lesquels les leaders sont plongés aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose qui nous intéresse aussi bien chez SAP que chez Visionary Marketing, c'est l'ubérisation et la transformation digitale. Et là, vous n'êtes pas très tendre avec la transformation digitale, hein, enfin, tout moins avec l'ubérisation. Vous dites c'est un terme éculé, une promesse qui n'est pas au rendez-vous. Comment on peut... quel bilan peut-on tirer finalement de cette période sur la digitalisation ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... Non, comme je le disais tout à l'heure, je crois que la technologie et le progrès technologique, et donc forcément la digitalisation, a permis au monde de vivre mieux. Donc il faut être... Moi, je suis pas un nostalgique J'aimerais pas vivre il y a 200 ans. Soyons clairs. Je pense que la vie était très difficile. On mourait beaucoup plus jeune. La moindre maladie nous était fatale. On mourait. Vous imaginez, vous aviez une cataracte il y a 200 ans, vous deveniez aveugle. Vous aviez une péritonite, une simple appendicite, péritonite, vous y laissiez votre vie. Donc, il faut se dire, moi je pense qu'il faut être heureux de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que ce que je voulais dire par ça, c'est que il ne faut pas oublier que l'humain reste pour moi la valeur essentielle. Et qu'on a eu tendance ces dernières années à penser que l'humain devenait un élément, un facteur secondaire, un facteur d'ajustement. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que c'est traité par certains, c'est-à-dire qu'en fonction du progrès, on se dit finalement on peut automatiser plus ou moins des tâches,
on peut se passer finalement de l'humain, parce que finalement, les intelligences artificielles, etc., vont pouvoir faire ce que certains humains faisaient. Alors évidemment, on s'empresse de dire oui, mais ça va déclencher de nouvelles possibilités et vers le haut, c'est-à-dire que ça va générer plus de valeur et les humains vont s'éloigner des tâches répétitives, etc. La réalité est un petit peu différente, c'est que la valeur c'est bien, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et les tâches répétitives, oui, bien sûr que c'est bien quand on les automatise, je ne vais pas dire le contraire. Ça a été mes affaires pendant de nombreuses années. Mais je crois qu'il faut garder en tête que si la technologie est indispensable, si le progrès technique est nécessaire, ce sont les hommes et les femmes qui font les réussites. Ouais. Et c'est à ça que je faisais allusion. Et c'est vrai que dans l'ubérisation, le mot a été un peu galvaudé au bout d'un moment, et on a eu tendance à faire c'est un peu virtuel et un peu bizarroïde de comparer des nouvelles sociétés aux anciennes, les bricks and mortars comme on disait à l'époque. Oui, mais derrière ça, il y a des aventures humaines, et on voit bien que les choses ne sont pas si simples que ça, puisque les startups de la première génération, puis finalement même de la deuxième, n'ont pas tué les grandes entreprises. Elles ont eu une vertu, elles les ont obligées à se réinventer. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes entreprises structurées, avec des marchés qui semblaient acquis, se sont dit, grâce aux startups des différentes phases, se sont dit finalement, en fait, rien n'est acquis. Quelqu'un peut surgir, s'asseoir dans notre fauteuil et finalement prendre notre place. Donc, il faut être vigilant, donc il faut se remettre en cause, donc il faut faire de l'innovation, il faut innover, il faut être créatif, il faut avoir des profils diversifiés pour justement être capable de faire face à ces challenges. Alors, l'ubérisation, c'est une chose, mais aujourd'hui, on est en 2023 et il y a un buzz absolument interplanétaire autour de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. C'est pas très joli d'ailleurs, c'est une sorte de barbarisme un peu sauvage. Et cette intelligence artificielle générative, tout le monde s'en empare, on ne peut pas regarder les médias sociaux sans en être noyé. Alors c'est quoi votre point de vue sur cela et comment doit réagir le leader éclairé de demain par rapport à ces chat GPT-3 et GPT-4, etc. Je pense que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un leader qui n'intégrerait pas le digital dans sa stratégie, il n'a aucune chance de succès. Aujourd'hui, les entreprises doivent être digitalisées, c'est une évidence. Parce que pourquoi ? Parce qu'en digitalisant, en automatisant, on devient souple et agile, et donc l'agilité est une condition de succès. L'intelligence artificielle rentre pratiquement partout et aide les dirigeants à prendre des décisions. Elle les aide surtout à ne pas se tromper, à essayer de ne pas se tromper. C'est-à-dire que l'avantage d'une intelligence artificielle, c'est finalement derrière le machine learning, c'est-à-dire cette capacité à partir de méga bases de données, de confronter n'importe quel événement à une récurrence multiple et être capable de dire, finalement, par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce domaine-là précis, voilà la probabilité que vous avez de voir arriver les choses ou pas, ou de cette façon. Donc c'est une aide fantastique à la décision. C'est un outil qui permet, en plus, l'intelligence artificielle de façon générale, permet finalement de faire des choses mieux que si l'être humain le faisait lui-même. Et en ce sens, il faut l'accepter là encore. Il faut juste se rappeler des limites que tout ça peut avoir. Je pense que le discours qui consiste à dire finalement tout est une question d'IA, tout est une question de robots, tout est une question de mécanisation, de mon point de vue, est très excessif. Et surtout n'a pas de fondement. Parce qu'en réalité, regardons ce qui se passe réellement, on voit bien que les grandes avancées, c'est encore des femmes et des hommes qui les créent. Et qui font que on invente de nouveaux vaccins, qu'on invente des produits qui permettent de mieux se soigner, mieux vivre, mieux s'alimenter, etc. C'est quand même le génie humain qui est à la base. Et même les IA, de toute façon, sont construits par des humains. Alors, c'est une excellente transition et qui va nous amener sur la dernière partie de cette interview, qui est l'art de bâtir une équipe. Surtout, puisque c'est là, justement, le génie humain qui est important et qui nous permet de construire cet avenir. Alors, peut-être déjà une petite chose, pourquoi parler d'art de bâtir une équipe et pourquoi pas la technique
pour bâtir une équipe? Parce que je pense que c'est une sorte d'art dans le sens où c'est basé évidemment sur des techniques à la base, parce qu'il y a pas mal de techniques et de théories qui nous permettent de bien appréhender le leadership dans sa globalité, les profils de leader, les attributs, les qualités, etc. Et qui nous permettent donc de bien maîtriser cet environnement et de prendre de meilleures décisions. Mais au final, il y a des personnes qui ont cette capacité, comme certaines personnes sont des génies de la peinture, génies de la musique, capables de composer une symphonie ou capables de peindre un magnifique tableau. Il y a des personnes qui ont ce génie de percevoir les hommes et les femmes et d'être capables de voir comment marier les talents pour composer des équipes absolument phénoménales. Et ça, c'est un génie. Et donc, c'est un travail. Le dirigeant doit avoir une partie de lui-même qui est dans le domaine de l'artistique. C'est-à-dire que c'est comment je vais faire d'une équipe. Je vais pas construire une équipe pour construire une équipe. Je vais construire une équipe diversifiée qui se complète et qui va faire alors des miracles. Bon. Et donc pour cela, eh bien, il y a 5 prérequis, selon vous, d'une équipe gagnante. Le premier est donner du sens. C'est un challenge en ce moment de donner du sens. Avec ce qu'on a vu, comment on fait? C'est un peu galvaudé. Le mot est devenu un peu galvaudé parce que comme tout le monde parle de sens, on finit par penser que que ça veut plus rien dire. Or en réalité, ça veut tout dire. C'est-à-dire que le sens veut tout dire, mais il faut l'expliquer. Le sens, c'est ce pourquoi on se bat tous les jours. Le sens, c'est de se dire pourquoi je vais suivre tel mouvement politique ou telle personne, pourquoi je vais travailler pour telle ou telle entreprise, pourquoi je vais suivre tel ou tel leader. C'est bien parce que il ou elle ou l'entreprise représente quelque chose qui me parle, quelque chose qui rejoint mes valeurs personnelles, qui rejoint mon système de pensée, qui est aligné avec moi. On parle beaucoup d'alignement dans le leadership. Et donc, je pense que le sens, c'est quelque chose que vous devez structurer, construire, pour que les personnes qui travaillent avec vous s'identifient à ça, se reconnaissent finalement dans ce chemin que vous êtes en train de tracer. Si c'est pas le cas, c'est différent. Donner un sens, c'est finalement, c'est quoi en fait? C'est donner un but, c'est donner une explication du pourquoi on fait les choses. Oui, donner du sens, c'est donner. Alors, ça a affaire à l'objectif que l'on définit. Il y a aussi la notion de vision. Vous savez, le leader doit définir une vision. Mais le sens, c'est vraiment, moi je crois que c'est vraiment la réponse fondamentale à la question du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je fais les choses, pourquoi je travaille pour un tel, etc. Le sens permet d'expliquer la démarche que nous suivons, en quelque sorte de la justifier. D'accord. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est porter les valeurs de l'équipe en étendard. Pourquoi en étendard? Parce que je pense qu'il faut en être fier. Je pense que quand les entreprises ont défini leurs propres valeurs et qu'elles les ont structurées, mis en forme, ce que la plupart des entreprises font, il y a un nombre important d'entreprises qui, une fois les avoir définies, c'est assez paradoxal, une fois qu'elles sont définies, ne s'en servent pas forcément comme justement d'un étendard. Or, en réalité, quand vous avez pris soin de les définir, il faut déjà que chaque collaborateur de l'entreprise se les approprie, les fasse siennes, et ensuite soit fier de les répercuter dans ses actes quotidiens et aux clients, au marché, finalement, à l'écosystème. Donc, il y a une forme de fierté associée. Et je crois que l'étendard, c'est un peu l'image que je voulais prendre parce que il faut être fier de ce que l'on défend, de ce qu'on est, des intérêts que l'on sert. La fierté est un facteur important dans la démarche de leadership. Et ces valeurs, c'est peut-être aussi des valeurs peut-être de tolérance aussi, parce que c'est un sujet que vous avez abordé dans le livre, des valeurs aussi d'éthique. Oui. Ce sont des valeurs qui sont plus profondes que simplement les valeurs dans l'entreprise. Le troisième point, alors c'est un point un peu paradoxal parce que vous dites échanger donne vie à l'équipe. Et vous nous dites aussi, ouais, mais il faut se méfier parce que la communication, c'est un peu à double tranchant. Il y a des gens qui considèrent que communiquer, un bon communicant, c'est un manipulateur, en fait.
C'est ce que je dis. En fait, le leadership que j'appelle inspirationnel, c'est-à-dire qui inspire les autres et qui inspire donc, en fait, qui incite donc les autres à vous suivre, justement. Or, le leader, pour être un leader, est perçu comme un leader, comme je le disais au début, a besoin de followers, c'est-à-dire de suiveurs, qui vont se reconnaître en lui. Ben, le leadership inspirationnel peut conduire au meilleur, mais peut aussi malheureusement conduire au pire. Donc il faut juste garder en tête que les mécanismes sont souvent les mêmes. C'est-à-dire que le manipulateur ou je dirais le gourou, vous voyez, un gourou va utiliser parfois les mêmes techniques qu'un entrepreneur ou ou un homme véhicule qui utilise des vraies valeurs fondamentalement. Il s'appuie vraiment sur quelque chose de très solide. Mais un gourou peut très bien utiliser les mêmes méthodes. Un dictateur peut utiliser les mêmes méthodes. Simplement, dans un cas, ça tombe du bon côté, dans l'autre cas, ça tombe dans le pire des côtés. Ouais. Et le basculement peut être très mince. Vous voyez, donc, il faut être toujours très vigilant. Les qualités humaines peuvent nous conduire au mieux et au moins bien. C'est pour ça que ce mot d'échange est important et plus fort que le mot de communiquer, en fait. Parce qu'effectivement, les dictateurs sont tous des bons communicants, hélas. Le quatrième point, stimuler la cohésion de l'équipe autour d'un objectif commun. Ouais. Oui, parce que il faut que, au-delà du sens, il faut que les personnes se retrouvent autour d'un plan d'action et un plan d'action qui leur parle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que chacun se dise bon, de toute façon ça c'est le plan de mon entreprise, mais c'est pas le mien. Ça c'est catastrophique. C'est-à-dire que il vaut mieux partir dans ce cas-là. Il vaut mieux quitter l'entreprise. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous vous identifiez pas au plan de l'entreprise, faut changer, faut partir. Ouais. Mais inversement, si vous vous identifiez à ce plan, il faut le faire vôtre. Et auquel cas, il faut en être fier. Alors, le cinquième et le dernier point, c'est peut-être le plus délicat, parce que c'est dépasser les individualités. Alors, je suppose les individualités du groupe, puis peut-être aussi un peu celle du leader, qui doit se méfier de sa propre individualité. Mais là, ça nous emmène à l'évolution justement que je crois qu'il va y avoir une évolution massive du profil des leaders. Jusqu'à maintenant, on avait des profils très narcissiques, comme je l'explique dans le livre, dans les 2 livres d'ailleurs, et on va aller vers des profils beaucoup plus dans la bienveillance et dans l'accompagnement, ce qui ne veut pas dire gentillesse, ça n'a rien à voir. Le bienveillant, c'est quelqu'un qui veut atteindre des résultats, mais il ne veut pas le faire n'importe comment. Il veut le faire en respectant les autres, et ça c'est très important. Donc, oui, voilà. On en revient à nos valeurs d'éthique et de respect dont on parlait tout à l'heure. Mais alors, comment interprétez-vous toutes ces critiques qu'on lit, notamment sur les médias sociaux, dès qu'on parle de la bienveillance, ça canarde de partout, parce que il y a beaucoup de gens que ça énerve, en fait. Oui, mais c'est comme le sens. Vous voyez, comme on a utilisé le sens à tort et à travers. Aujourd'hui, quand vous dites, vous citez le mot sens, les gens font un pouf encore. Voilà, il y a des choses comme ça qui posent question parce que ça a été galvaudé, trop utilisé. Donc, mais la réalité, c'est que ce sont des concepts extrêmement importants et qui clairement font la différence. En gros, il faut peut-être faire de la bienveillance et pas trop en parler, quoi. La bienveillance, parce que d'abord, déjà, beaucoup de personnes font la confusion entre la bienveillance et la gentillesse. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais c'est le cas. Les gens pensent que c'est impossible d'être aux commandes d'une entreprise quand on est trop bienveillant, on est trop gentil. Mais ce n'est pas la même chose. Un bienveillant va prendre des décisions, parfois des décisions très difficiles, mais il va le faire dans un cadre bienveillant, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'au lieu de casser, il va accompagner. Au lieu de débarquer, il va effectuer des changements. C'est pas la même chose. D'accord. Bon, moi j'aime bien aussi la gentillesse. Enfin, alors la gentillesse est une grande qualité parce que ça fait partie d'ailleurs de mon point de vue parce que quelque part la gentillesse a trait à la compassion, à l'aide d'autrui, porter l'aide à quelqu'un. C'est-à-dire que ça permet aussi de tendre la main, tout simplement. Hein. C'est une valeur. C'est une valeur religieuse importante. Donc, je pense que il faut avoir cette capacité à aider, quoi, finalement.
oui, plus en cette période, eh bien, on va en avoir bien besoin. Alors peut-être un petit mot de conclusion. On arrive en 2023, on est au tout début de l'année. Il y a un peu de brouillard là devant nous, on ne sait pas trop ce qui arrive. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux entrepreneurs que nous sommes et qui se demandent à quelle sauce on va être mangé, comment utiliser cet art de bâtir une équipe pour pouvoir avancer? Le conseil, si je peux me permettre, parce que il n'y a pas de science parfaite dans le leadership, donc chacun apprend en marchant, mais avec le nombre d'années d'enseignement, je finis par avoir quelques idées. Je pense que le conseil, c'est d'abord, en tout cas, c'est ce que je me suis appliqué à moi-même. Faire preuve d'humilité. C'est-à-dire comprendre que seul, on ne peut rien faire, qu'il faut être entouré, accompagné. C'est difficile, c'est facile à dire, c'est pas si simple à faire. Parce qu'on a été éduqué pour faire l'inverse. On a été éduqué pour être tout le temps le premier de la classe. On a été éduqué pour être le premier à se lever quand on nous demande si quelqu'un veut prendre le lead. Tout le monde veut prendre le lead. Et si on le prend pas, on a l'impression d'avoir raté quelque chose. Donc le conseil, c'est de l'humilité. Comprendre que seul, on ne peut rien faire. Comprendre que seul, on est incapable d'accomplir les tâches qu'on attend de nous, qu'il faut savoir s'entourer d'expertise et de talent. Et en ce sens, il faut faire confiance aux autres parce qu'on en a besoin et on a besoin de leur expertise. Donc, premier conseil, c'est l'humilité. Le deuxième conseil, c'est la diversité parce que je pense qu'on est dans un monde complexe qui nécessite d'avoir des profils très différents. Pendant très longtemps, on a fait appel au concept de qui se rassemble s'assemble, c'est-à-dire qu'on cherche à se cloner finalement, comme je l'explique dans le livre, alors qu'en réalité, on a intérêt à aller chercher des profils très différents d'une autre. Et c'est ce qui fait la différence de mon point de vue. C'est cette capacité qu'on a à aller trouver des profils qui pensent et voient les choses autrement que ce que l'on voit nous. Eh ben, merci Gérald pour cette conclusion. Donc, on verra nos lecteurs à l'art de bâtir une équipe chez Erol et qu'on trouvera, bien entendu, selon l'expression consacrée, chez tous les bons libraires. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Yann. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.